Bonjour, bienvenue à la table ronde Réenchanter l'industrie et créer des opportunités. Je m'appelle Aline Aubertin, je suis présidente de l'association Femmes Ingénieurs sur mon temps libre, mais aussi directrice des achats au sein de GE Healthcare et administratrice de la société biopharmaceutique française OncoDesign. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui a la particularité, comme vous pouvez le remarquer, d'être entièrement féminine, mais qui aurait tout à fait pu être mixte compte tenu du thème qui est le nôtre, qui est donc de parler de l'industrie et de ses opportunités. Au sein de l'association Femmes Ingénieurs, nous avons la conviction que l'égalité réelle est source de richesse et c'est la raison pour laquelle nous nous employons à valoriser les ingénieurs pour inspirer notre société et finalement pour réenchanter la société en quelque sorte. Et vous aurez vite fait le lien avec le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez des informations sur le site internet où vous pouvez même laisser un message pour qu'on vous recontacte. Mais venons-en à nos intervenantes, que je vais donc vous présenter par ordre d'apparition sur scène, puis-je peux m'exprimer ainsi, l'ordre d'apparition étant complètement lié au hasard, il n'y a pas de préséance. Je démarre avec Sylvie Guimard, qui est donc ingénieure mécanicienne de l'ESTACA et qui a complété sa formation initiale par l'International MBA à l'EM Lyon Business School. Elle a travaillé dans des secteurs extrêmement variés et vous êtes aujourd'hui, Sylvie, chef d'entreprise et vous dirigez Timonier, une PME industrielle qui est l'un des leaders mondiaux de la conception et de la construction de machines spéciales d'emballage souple, en plein dans notre sujet de l'industrie. Vous avez été mise à l'honneur dans de nombreux trophées, tels que entrepreneur de l'année, chef d'entreprise de l'année, élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite et à celui de chevalier de la Légion d'honneur. Vous êtes une ambassadrice ardente de l'industrie du futur, ce qui vous amène à prendre part là aussi et à donner de votre temps dans divers organismes, dont l'IUMM. Et vous êtes par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'INPI et administratrice de Business France. Alors Sylvie Guimard, votre carrière vous a conduit à travailler dans des secteurs extrêmement variés, mais le fil conducteur de cette carrière me semble être l'innovation et la conquête de l'international. Pourriez-vous nous dire en quoi ces enjeux vous passionnent, nourrissent vos projets et sont porteurs d'opportunités? Effectivement, je pense que l'innovation et l'international sont à la fois mes deux piliers et ceux de l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Alors pourquoi l'innovation? Je pense déjà parce que ça permet de nourrir ma curiosité. Je suis quelqu'un qui est particulièrement curieuse et qui aime apprendre, qui aime découvrir. Et l'innovation est dans la droite lignée de cette attente. Ça nourrit ma créativité aussi, ça me permet de me surpasser. Ça me permet aussi de me réinventer, d'être actrice des changements tant personnels que technologiques, qu'environnementaux et que même sociétaux. Et pourquoi l'international? Tout simplement peut-être l'ouverture au monde. Ça revient sur ma dimension découverte. L'opportunité de marché, puisqu'on a la chance d'avoir finalement un pays français qui est tout petit à côté du monde et d'avoir l'opportunité finalement d'avoir accès à 99% du restant du marché international, c'est aussi intéressant. Et puis ça permet de faire des rencontres, ça permet de partager des idées et finalement de renourrir à nouveau tout ce qui est innovation et international. Merci. Donc aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes présidente d'un grand groupe industriel et je note que vous y avez démarré votre carrière dans cette entreprise familiale qui est transmise depuis 5 générations. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et ça m'amène finalement à une double question autour de la transmission. Quel est l'impact de cet héritage dans vos choix professionnels? Pourquoi avoir commencé par la technique? On aurait pu envisager d'autres études. Et pourquoi, qu'est-ce que plutôt vous auriez envie de transmettre aux jeunes, aux moins jeunes aussi, et à vos collaborateurs, pour les aider à se créer des opportunités, puisque c'est notre sujet? Alors je suis navrée, je vais vous contredire, mais j'ai absolument pas baigné dans l'entreprise familiale. C'était absolument pas prévu. Donc je n'ai pas commencé ma carrière là-dedans. Et si j'ai atterri dans la technique, c'était un peu l'effet du hasard. Parce que moi j'étais une passionnée d'espace et pour partir dans l'espace c'est bien simple, en France il fallait être pilote de chasse et l'école n'était ouverte qu'aux hommes, donc j'avais barré la profession. Sinon après les Français qui étaient partis, il y en avait un, il était ingénieur dans le spatial, donc je me suis dit tiens, idée. La deuxième elle était médecin dans le spatial, j'ai fait deuxième idée. Et en fait c'est un peu l'école qui a choisi pour moi parce que les bons élèves on les met en terminale C et on devient par voie de fait ingénieur. Donc je suis partie faire des études d'ingénieur spatial.
Et j'ai commencé ma carrière dans le spatial et absolument pas dans l'entreprise familiale. Voilà, ça a été le hasard des évolutions professionnelles qui m'ont ramené sur la région et qui ont fait que du coup, je me suis rapprochée de l'entreprise familiale et que toute cette aventure s'est créée derrière. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais, cette transmission, elle n'était pas prévue, elle n'était pas préparée. Mais elle m'a sans doute inculqué un certain nombre de valeurs quand même familialement, même si j'ai été portée et baignée dedans. Et entre autres, dans ces valeurs-là, il y aura les valeurs travail, l'aspect d'entrepreneuriat, de persévérance, le fait qu'on est dans un monde en perpétuel changement et qu'il faut être en capacité de s'adapter tout le temps, que rien n'était acquis, que tout se créait et que pour prendre sa part et se sentir utile, eh ben, il fallait être proactif dans cette action. Voilà. Et puis, je dirais que pour se créer des opportunités, parce que ça a été un peu tout mon chemin de carrière, ça a été un peu ça, eh ben, il faut déjà avoir envie de les croiser, ces opportunités. Il faut chercher à les provoquer, il faut les identifier, il faut les saisir. Alors, il y en a certains qui pourront appeler ça la chance, mais ça n'est pas que ça. La chance, elle ne tombe pas du ciel. Et pour avoir accès à toutes ces opportunités, eh ben, quelque part, il faut un peu se battre et créer les conditions pour qu'elles se présentent. Ça veut dire qu'il faut savoir aussi se mettre en risque, il faut savoir ne pas avoir peur de l'avenir et de l'envisager, l'avenir comme une opportunité et se sortir surtout comme un acteur de l'écriture de ce futur et une véritable envie d'être un acteur qui va, enfin en tout cas en ce qui me concerne, qui va donner une coloration à ce futur et d'être un acteur qui va le dessiner. Voilà. Merci. On passe à Isabelle Valentin. Donc Isabelle Valentin, vous êtes diplômée de l'école Centrale Marcel en acoustique et en génie des matériaux, et docteur en mécanique des solides. Depuis 25 ans, vous avez développé votre savoir-faire chez les équipementiers leaders de l'automobile avec des postes à responsabilité en développement et en production, toujours dans la technique, notamment en ouvrant la première usine en textile airbag pour Autoliv à Shanghai et en développant à l'international la branche acoustique et soft trim de Faurecia. Vous êtes une membre active de Femmes Ingénieurs et vous avez créé le réseau en faveur de la mixité chez Plastic Omnium. Et puis plus récemment, vous avez rejoint Eurosteel System, un équipementier spécialisé dans la transformation du plastique et du cuir pour l'automobile, comme Chief Technical Officer pour accompagner la croissance. Isabelle, vous voyagez beaucoup et vous avez vécu sur les 3 continents. Ma première question, finalement, elle aura trait à la crise sanitaire, puisqu'on pourrait se dire, parler de réenchantement de l'industrie dans notre contexte, elles sont ces femmes au pays des bisounours. Donc ma question, ce sera, qu'est-ce que la crise sanitaire que nous traversons a changé à la magie de l'innovation ? Bonjour Alouine, bonjour à toutes, à tous. Qu'est-ce que ça a changé? Comme tout le monde, la crise nous a pris de plein de fouet, elle nous a pris par surprise et de façon extrêmement violente. Elle a mis l'intégralité des équipes en télétravail et pour certains en chômage partiel. Donc évidemment c'est très violent et pour autant, avec mon éternel optimisme et mon habitude, j'ai considéré qu'à tout malheur, quelque chose est bon. Et donc, il faut absolument rebondir. J'ai poussé mes équipes et on a travaillé tous ensemble à préserver ce que moi j'appelle la magie de l'innovation. Donc, l'important pour nous, c'était de maintenir le cap sur les projets qui avaient été lancés avant la crise. Et donc, on s'est battu pour trouver des financements. Parce qu'en fait, quand il y a crise, il y a moins d'argent. Et quand il y a moins d'argent, il y a moins d'argent pour l'innovation. Donc, on a eu la chance, on a la chance d'avoir un siège qui est en France. Et donc, on a eu la chance d'être sélectionné par le programme France Relance qui a permis aux industries françaises de rebondir suite à la crise dite Covid. Chez Eurosteel, on est particulièrement fiers d'avoir été sélectionnés et donc financés pour le projet Less Plastique, c'est-à-dire moins de plastique. Alors vous me direz, c'est un comble pour un équipementier de l'automobile spécialisé dans les pièces plastiques et cuir que de travailler et de dépenser son innovation à en utiliser moins. Et bien en fait, non, c'est merveilleux. C'est une opportunité incroyable pour nos équipes que de trouver des solutions qui permettent encore d'alléger les véhicules, qui vont permettre d'augmenter les performances des plastiques recyclés ou des cuirs recyclés, et qui permettent d'accompagner les constructeurs automobiles dans leur démarche d'allègement pour les véhicules électriques. Une innovation qui fera fureur bientôt là, dans les véhicules qui sortiront dans les 2 à 3 ans qui viennent. C'est l'innovation qu'on appelle le Coreback. Alors c'est quoi cette magique information? En fait, c'est une
façon d'injecter du plastique qui nous permet d'avoir une peau rigide avec un aspect équivalent aux pièces que vous voyez aujourd'hui dans l'automobile et qui correspond à ce que le constructeur attend ou ce que les designers attendent, et d'avoir à l'intérieur une mousse qui permet d'alléger jusqu'à 40% les pièces de plastique. Donc voilà, c'est toute la magie avec laquelle on joue, on s'anime et on pousse nos équipes en ce moment. Alors le plastique, parlons-en justement. Certains pourraient penser qu'il n'y a pas de quoi réenchanter l'industrie avec du plastique. Et du coup, ça m'amène à une question un peu provocatrice. Au XXIe siècle, vous n'avez pas honte de travailler dans le plastique ? Eh bien non, Aline. Non seulement j'ai pas honte, mais comme je le dis souvent, le plastique, c'est fantastique. Donc aujourd'hui, 20% du poids des voitures est constitué de pièces de plastique. On a environ 300 kilos dans une voiture. Et 2000 pièces qui sont faites de plastique. Alors, on dit plastique pour le commun des mortels. En fait, il y a une multitude de matériaux qui sont cachés là derrière. Et bien sûr, il va falloir beaucoup de magie pour continuer à pouvoir faire ces pièces, continuer à les alléger et continuer à augmenter leur éco-responsabilité. N'oublions pas quand même que grâce au plastique, et uniquement au plastique, en 15 ans, les véhicules ont été allégés de 30%. Si aujourd'hui, on peut se permettre de dire une voiture, on doit encore réduire son empreinte CO2, c'est parce qu'on a déjà réussi à la réduire de presque 30% aussi. Donc, en l'espace de moins de 5 ans. Donc, tout ça, ça a à voir avec l'amélioration qu'on est capable de faire sur les matières plastiques, mais également sur les autres matières, et travailler sur les matières pour qu'elles soient de plus en plus éco-responsables, de plus en plus capables de maîtriser les émissions, c'est assez magique et c'est très très inspirant pour nos équipes innovation. Voilà, donc pour ma part, on travaille dans les équipes Eurostyle à des innovations qui tiennent compte de matériaux biosourcés et puis aussi, pas que sur le plastique, on travaille également sur des cuirs et par exemple, on regarde comment, parce qu'il n'y a pas que le plastique qui n'est pas bien vu, le cuir c'est pas tellement mieux, avec la montée aussi des démarches écologiques. Et donc, en fait, on travaille sur des cuirs de cactus, par exemple, qui sont 100% biosourcés, sans aucune matière issue des matériaux fossiles. Voilà. Je pensais me réconcilier avec le plastique. Je suis aussi réconciliée avec le cuir. C'est formidable. Alors, Rada Ajaka, vous êtes une battante née optimiste de nature. Je le dis parce qu'on se connaît un petit peu en dehors de cette table ronde. D'origine libanaise, Rada, vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'Université nationale polytechnique de Lviv et d'un DEA en informatique à l'Université Paris-Sud. Vous avez commencé votre carrière à Paris en tant que consultante en informatique, mais comme vous êtes une entrepreneuse dans l'âme, vous avez co-créé Ornès en 2001, bon anniversaire, ça fait 20 ans, qui est une société en numérique qui compte aujourd'hui 150 personnes et qui accompagne ses clients en leur proposant des experts IT de haut niveau. Mais Rada, vous êtes aussi une citoyenne engagée, mère de 3 filles, ce qui vous a amené à vous impliquer dans la sensibilisation des jeunes filles aux formations scientifiques afin de les encourager à oser les métiers techniques, y compris ceux qu'offre la société Ornès. Alors Rada, je sais que vous êtes convaincue que la souveraineté numérique est un enjeu majeur dont on parle peu et qui est très important pour qu'on puisse rester maître de nos choix et de nos valeurs et que vous vous engagez activement dans ce combat au sein du Think and Do Tank d'IRIT. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet enjeu qui pourrait d'ailleurs nous amener à déchanter, faute de le prendre à bras-le-corps? Merci Aline. Et ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, la souveraineté numérique, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. La souveraineté numérique, c'est quoi? C'est d'une part notre capacité à gérer nos données, à les exploiter, les stocker, gérer l'intégrité, assurer la sécurité. Mais la souveraineté de la donnée, ce n'est pas tout, ce n'est qu'un bout de la chaîne. Pour une souveraineté numérique, il faut tout un ensemble de technologies. Il faut du matériel, il faut du logiciel. Or, en France, sur les dernières décennies, sur les 30 dernières années, nous ne fabriquons plus ni des puces, ni des microprocesseurs. Nous avons un modèle économique qui consiste à aller chercher à bas coût, en Asie, tout le matériel.
Ainsi, nous nous retrouvons dans la situation suivante. Nous sommes complètement dépendants de l'Asie pour le matériel et nous sommes dépendants des UEA, des US, des logiciels et de design. Et dans une société blocage, telle que nous la connaissons depuis mars 2020, nous avons pas mal de chaînes de production à l'arrêt. Les exemples sont très, très nombreux. Dans vos industries, mesdames, parmi vous, messieurs, dames, il y a celui qui veut commander une voiture neuve. Je pense que les délais sont sont bien longs et les exemples sont très, très nombreux. Nous sommes dépendants. Pourtant, nous avons tout pour assurer notre indépendance. Nous avions toutes les compétences. Cette crise, nous pouvons utiliser la leçon majeure que nous pouvons tirer de cette crise, c'est de changer, de mettre en question ce modèle économique et qui a montré sa faille, qui a montré ses faillites, ses limites. Il est temps d'accepter de payer plus cher pour être maître de son industrie et être maître chez soi, tout simplement. En Europe, en France, nous avons des compétences, nous sommes encore leaders dans pas mal de domaines. Je prends l'informatique qui est mon secteur, dans l'informatique quantique, sur les points sources. Nous pouvons encore, avec un investissement nécessaire, avec un modèle de financement qui tient la route, nous pouvons encore prendre cette place. Il n'est pas trop tard encore. Le défi, il est énorme, il est d'envergure. Il se traite au niveau national, au niveau européen. Mais en revanche, chacun de nous, peut amener sa pierre à l'édifice. Ornes, à travers le 5 et du temps, comme tu viens de le dire, Aline, on se réunit dans un groupe de travail sur la souveraineté de données, cette fois-ci. On se regroupe avec des chercheurs, des industriels, des entreprises dans le cloud, des universitaires, des étudiants, pour pouvoir amener un éclairage plutôt théorique et pragmatique sur le sujet et pouvoir amener un éclairage à notre communauté d'ingénieurs. Merci Rada. Donc j'ai envie d'enchaîner sur l'autre sujet qui vous anime au TRIP, qui est en quoi le réenchantement de l'industrie passe par la jeune génération et comment on pourrait faire pour attirer cette jeune génération vers les filières industrielles. Effectivement, je pense que pour réenchanter l'industrie, ça passe par la jeune génération qui désinvestit, qui ne va pas assez vers ce secteur. Les chiffres du ministère du Travail au deuxième trimestre 2021 nous montrent que le taux d'emplois vacants dans l'industrie a augmenté de 15%. C'est dommage vu le nombre de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Il y a une inadéquation entre la formation, les études que nos jeunes suivent aujourd'hui et la réalité de marché et les offres d'emploi. C'est à nous d'essayer d'éliminer cet écart. Et cela commence par attiser la curiosité des jeunes vers les métiers de l'industrie. Et ça commence par le jeune âge, ça commence dès le collège. Je suis maman de 3 jeunes filles, comme tu viens de le dire, et je suis les études de mes enfants. Je commence dès la 6e, il y a une matière enseignée au collège, qui est la technologie. Je ne sais pas si vous êtes maman, si vous avez des enfants, vous avez suivi le cursus. C'est une matière, malheureusement, qui est délaissée par beaucoup de jeunes. Ils ne savent pas à quoi elle sert. Tout simplement parce qu'elle est enseignée d'une manière très théorique et elle est enseignée par des professeurs, dans la plupart du temps, qui n'ont pas la formation pour. Pourtant, c'est une matière passionnante. C'est une matière qui peut ouvrir les horizons, qui peut ouvrir les champs des possibles à nos jeunes pour montrer ce que la filière de l'industrie, tous les métiers que ça peut... vers où ils peuvent y aller plus tard. Continuons encore un peu plus loin, vers le lycée. Il y a eu des efforts qui ont été faits avec la réforme de baccalauréat, mais la filière technologique, ça reste un plan B. Ma fille, mon fils, tu ne peux pas aller en général, va en techno. C'est dévalorisant, c'est un plan B, ce n'est pas valorisant pour les jeunes. Pourtant, c'est un secteur qui peut ouvrir plein... L'avenir est devant eux. Surtout, nous sommes devant une jeune génération aujourd'hui qui est investie.
Une jeune génération qui est très sensible aux sujets environnementaux, aux sujets sociétaux. Cette jeune génération, ils vivent la crise. Depuis mars 2020, ils vivent la crise dans leur chair, c'est leur quotidien. Ils vivent la crise climatique aussi. Ils sont sensibles aux enjeux. Et c'est cette génération que demain, ils peuvent nous ramener les réponses à ces enjeux. Et ces réponses à ces enjeux, on peut les trouver dans l'industrie. L'industrie, elle peut nous apporter toutes les réponses à ces enjeux si on attise la curiosité des jeunes et on amène les jeunes à s'y intéresser de plus près. C'est un travail qui doit se faire à tous les niveaux, au niveau des parents, de l'éducation nationale, de l'industriel, à tous les niveaux, ce travail doit être fait. Je crois énormément dans la jeunesse. Il faut valoriser les compétences des jeunes. Je reviens chez Ornes, on valorise les jeunes, on y croit énormément. On a beaucoup de success stories avec les jeunes. Notre bataille, ce n'est pas de réussir le challenge avec nos jeunes. La bataille, c'est plutôt convaincre nos clients de nous suivre, à positionner des jeunes sur des postes à responsabilité. Et quand on y arrive, on a du succès à 100%. Parce qu'il faut juste les accompagner, les coacher et on y arrive. Et pour finir, c'est en conjuguant, en combinant notre expérience, l'expérience des aînés et la sensibilité des jeunes que nous pouvons réenchanter l'industrie de demain. Merci Rada. Donc, il est temps de présenter Juliette Kopp. Juliette, vous êtes ingénieure diplômée de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Vous avez plusieurs expatriations à votre actif, en Italie à votre début de carrière, en production, puis passage aux achats pour le compte du groupe Rhodia. Et plus récemment, vous êtes expatriée avec votre famille pour développer un grand groupe industriel en Asie. Rentrée de Chine en 2020, vous avez cofondé avec votre mari une entreprise de conseil en management et de management de transition. Et vous êtes actuellement directrice générale de l'entreprise Sucilion qui est spécialisée dans l'aménagement et la menuiserie d'intérieur. Alors votre fil rouge à vous, on l'aura compris, c'est l'ouverture à l'international et à l'investissement dans la fonction commerciale et marketing qui est bien souvent, je suis bien placée pour le savoir, le parent pauvre de l'industrie. Ce qui m'amène à cette première question. Comment créer des opportunités à l'international et ainsi réenchanter l'industrie? Et est-ce que vous pourriez, dans cette optique, nous partager peut-être une expérience marquante? Bonjour à tous, merci Aline pour l'invitation. Oui, effectivement, moi j'ai été plus de 15 ans dirigeante d'activités à la fois en France et à l'international. Et j'ai fait le constat marquant, c'est qu'en fait l'industrie, que ce soit aussi bien ici qu'à l'international, n'investit pas du tout dans la fonction commerciale, dans le marketing et la communication. Et pour moi, c'est vraiment un axe de travail que j'ai exploité, et plutôt avec succès, puisque dans les deux entreprises, on a une croissance environ 15% par an, en croissance interne. Donc voilà, j'aimerais partager ce constat. Et ce constat, en fait, moi, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Alors effectivement, à chaque fois j'arrivais dans l'entreprise, il n'y avait pas de service marketing com, et en fait, pas vraiment de service commercial non plus, alors que c'était quand même des PME ETI assez importantes. Et un jour, je discutais avec un client américain, d'ailleurs que j'ai présenté à Sylvie, qui s'en souvient sans doute. C'est une start-up qui est devenue grande, qui s'appelle Chobani. Et on a gagné en quelques semaines un contrat, plus de 100 millions d'euros, pour la construction d'une usine de yaourt grec dans l'Idaho, loin d'ici. Et il me disait, les Français, vous avez toujours un complexe d'infériorité par rapport aux Allemands, vous vous doutez de votre savoir-faire, mais en fait, là où vous êtes vraiment mauvais, c'est en commerce. Et c'est vrai que, alors il m'a dit, parce que je lui avais demandé pourquoi il nous avait choisis. Et en fait, on a grillé les Allemands. Bon, j'aime bien, ça arrive pas souvent, mais enfin, on les a grillés au poteau parce on était plus rapide et on a été plus agile. Donc, on a pu remettre une offre de près de 50 millions en 3-4 semaines, en partant presque d'une feuille blanche. Et donc, il nous a choisis pour notre savoir-faire, vraiment pour notre technologie. Et effectivement, quand on fait le constat ensuite, quand on va dans des salons, moi j'en faisais une vingtaine par an sur tous les continents,
Nos concurrents, qui étaient principalement allemands, investissaient jusqu'à 1 voire 2 millions d'euros sur un salon, et nous, on était plutôt entre 20 et 50 000. Donc forcément, on n'avait pas du tout les mêmes moyens, et forcément, les Chinois qui se baladent sur le salon, ils s'arrêtent plus facilement là où il y a 100 vendeurs que là où il y en a 2. Et donc on faisait ce constat, mais je dirais que c'était unanime, que ce soit en Russie, en Chine, aux États-Unis. À chaque fois, on était vraiment tout petit, petitement représenté, alors qu'en termes de technologie, on n'a vraiment pas de quoi rougir. Donc voilà, moi je me suis beaucoup interrogée sur ce sujet, et bon. On a quand même eu des conquêtes, mais on a réussi à s'implanter dans 12 pays, développer des activités un peu partout dans le monde. On a titillé un peu effectivement nos concurrents allemands. Mais voilà, moi j'ai dû vraiment m'investir quasiment 50% de mon temps dans cette activité de développement commercial. En fait, on pense en France généralement, mais ça je pense que c'est lié à la formation de nos ingénieurs. À partir du moment où on a un très bon produit, il va se vendre tout seul. Et donc, on pense qu'on va venir nous chercher, qu'on va nous trouver, et parce qu'on est les meilleurs. Et ça, c'est totalement faux. Il vaut mieux avoir un produit qui n'est pas parfait et dans lequel on investit pour le vendre, quitte à le perfectionner après avec le client, que d'avoir un super beau produit sur étagère que personne ne connaît. Et ça, je l'avais vécu dans une première expérience d'ailleurs, où on avait déposé un brevet, on était super fiers, et pour un process de récupération de vapeur d'hydrocarbures, et en fait, on ne l'a jamais vendu. Donc on était super fiers, on avait des subventions, mais on n'a jamais vendu. Et là, ça avait été déjà une première réflexion en disant, voilà, on a mis beaucoup d'énergie, et on n'a pas vendu. Donc en fait, moi je pense qu'il y a un problème avec nos formations d'ingénieurs. Ce n'est pas spécialement aux femmes et hommes, c'est qu'il faut démystifier la vente. Leur dire c'est pas une régression que de se mettre, que de parcourir le monde et vendre ses produits. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça super intéressant, et c'est aux ingénieurs de vendre la technologie. C'est difficile, on a eu des échecs avec des commerciaux purs qui avaient de la bonne volonté pour vendre, mais qui quand on vend des solutions complexes, nous c'était des projets en moyenne entre 1 et 10 millions d'euros, où il fallait quand même avoir du répondant technique, ils étaient vite à court d'arguments. Donc voilà, ça c'est ce constat, et pour moi je pense qu'on a vraiment intérêt à investir. Alors peut-être on peut parler comment on a fait peut-être dans ces 2 entreprises où moi j'ai mis particulièrement d'énergie. Moi je dirais qu'il y a 4 sujets. Donc le premier pour moi, que ce soit pour l'international et pour la France, parce que moi les constats je les ai eu aussi bien en France pour ma première expérience où on n'a pas réussi à vendre notre brevet, qu'ensuite à l'international. C'est donc former les ingénieurs, démystifier la vente, ce métier de vendeur. Alors il ne faut peut-être pas appeler ça comme ça, mais et nous en fait on a monté après cette discussion avec ce fameux Marc que Sylvie connaît, je me suis dit, on va monter une formation interne, on appelait ça la formation Impact, avec un très bon formateur, pour montrer que c'est un processus. Les bons vendeurs ne sont pas forcément ceux qui ont la tchatch, c'est ceux pour moi qui savent écouter, qui savent décortiquer, qui savent répondre, ils répondent aux besoins du client. Et que c'est dans un entretien d'1 heure, c'est 5 minutes, je me présente, et 55 minutes, j'écoute mon client. Et en fait, on a fait vraiment tout un processus, comment prospecter, comment suivre un grand compte, comment répondre à des objections avec un book. Et en fait, là, les ingénieurs, ils se sont dit, mais en fait, c'est un process. Et les ingénieurs, ils aiment bien avoir un process. Et du coup, là, on a eu quand même des déclics pour les volontaires qui avaient accepté de participer à cette formation, qui était en plusieurs étapes. Et on a eu des vrais succès. On a même eu un monsieur qu'on a appelé Monsieur 100%, parce qu'à partir du moment où il prenait un sujet, il avait 100% de conversion, il gagnait 100% de ses projets. Et au départ, c'était un responsable de bureau d'études.
Mais c'était un joueur, c'était un gagneur. Et à partir du moment où il a déroulé la méthode, c'était pas spécialement un bon communicant. Et il a eu des succès, mais dans plusieurs pays, y compris en Chine, où c'est quand même pas si facile. Et je suis bien là pour en parler de vendre. Voilà. Donc formation, pour moi, ça c'est vraiment le truc, et d'expliquer qu'il y a un process et que c'est pas honteux de vendre. C'est pas. Moi, j'ai fait 10 ans de technique, et en fait, j'ai commencé vraiment à m'éclater dans l'industrie quand j'ai fait du management et du commerce. Donc après, tout le monde n'est pas là pour plancher ou faire de l'innovation. Hein. Il y en a faut pour tout. Et dans les écoles d'ingénieurs, il y a des gens qui sont ouverts aussi à ça. Bon, ça, c'était le premier point. Après, il y a tout ce qui est marketing, c'est pareil. Des ETI où il y a une personne en marketing, c'est quand même un peu juste, quoi. Hein. Et souvent, voilà, on met des tout petits budgets. Il n'y a pas. Qu'est-ce qui fait la différence avec les ETI allemandes? C'est que clairement, eux, ils mettent le paquet sur la partie marketing, avec les salons, avec les outils, enfin tout ce qui est outils d'aide à la vente. Ils investissent énormément. Ça peut paraître too much, mais en tout cas, les résultats sont là. Moi, je me battais en Chine contre des concurrents qui avaient 1000 personnes. Moi, j'en avais 30. Bah, forcément, hein, on n'arrive pas au même résultat. Voilà, même si on aime bien, voilà, on les titille un peu. Merci Juliette. Je voudrais être sûre que Pascal puisse prendre la parole. Donc je retiens le plaidoyer. Moi, je suis une femme de business aussi. Donc la prochaine fois que j'aurai besoin de soutien pour faire un plaidoyer en faveur de la vente, je saurai venir vous retrouver. Donc pardon de vous avoir interrompu. Donc Pascal Pourtalé, vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale des industries chimiques de Nancy. Vous avez complété votre formation par un Master of Science à Houston, au Texas. Et après plusieurs années dans le groupe Air Liquide, où vous avez accompagné des clients internationaux, vous orientez votre carrière vers le secteur de l'environnement et de l'énergie, dans un premier temps au sein du groupe Veolia, et puis un peu plus récemment, vous êtes devenue directrice grand compte d'Alkia, donc la filiale d'EDF, qui développe, réalise et gère des solutions énergétiques plus écologiques et plus économiques pour une croissance durable des villes et des entreprises. Alors donc du coup, votre fil rouge à vous, c'est la transition énergétique, qui était jusqu'à présent subie comme une contrainte, et en particulier vécue comme une contrainte par les industriels. Ce qui m'amène à la question suivante: comment du coup transformer cette contrainte environnementale en opportunité pour le monde industriel? Merci Aline pour cette introduction et bonjour à tous. Donc effectivement, je travaille dans le groupe EDF et je vais vous parler d'énergie, de transition énergétique. Donc je suis vraiment enchantée de me trouver aujourd'hui parmi vous pour vous faire partager mon enthousiasme au vu du champ des possibles qui s'ouvre aux acteurs de l'industrie verte. Je pourrais y passer des heures, je vais essayer d'être un petit peu plus concise parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Donc je voulais revenir d'abord quelques années en arrière avec l'industrie qui depuis les années 80, surtout l'industrie de base, était vue comme peu rentable et de surcroît polluante. Donc on a vu les usines, les unes après les autres, être externalisées dans des pays lointains qui étaient parfois moins regardants au niveau environnemental et social et qui est de ce coup plus compétitif. Donc on avait bien conscience déjà à cette époque, hein, il y a 20, 30, 40 ans, de l'urgence climatique et du fait que ce danger n'a pas de frontières, hein, qu'il nous concerne tous. Mais c'était un risque diffus. Donc on ne s'est pas vraiment donné les moyens jusqu'à présent de le combattre. On l'a laissé venir, on a laissé s'installer les choses. Hein, et plus récemment, en revanche, il y a à peu près 18 mois, on a vu une autre menace apparaître, hein, avec la crise sanitaire. Et là, cette crise nous a rappelé brutalement qu'en fait, perdre sa souveraineté, comme l'a dit Rada économique, c'était un vrai risque. Là, les enjeux devenaient subitement concrets. Et mon impression, c'est que cette crise, elle a servi d'accélérateur ou de déclencheur au niveau des services publics, pour réaliser qu'il y avait quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, il fallait vraiment qu'on se mobilise tous pour contrer de manière durable ces crises environnementales, ces crises sociales, ces crises économiques qui pouvaient
à venir rapidement. Donc, en septembre 2020, le gouvernement a dédié 100 millions au plan de relance, avec 100 milliards, pardon, il manquait quelques zéros, avec 30 milliards notamment pour la transition énergétique. Et c'est une preuve concrète en fait de la prise de conscience, alors en France, mais aussi en Europe, de manière générale, du levier de croissance que représente le binôme industrie et une transition énergétique, avec notamment plus de 1 milliard consacré à la décarbonation seule du secteur industriel. Donc, pour les usines, pour les usines existantes, il s'agissait de mettre en place des process moins énergivores, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, il y a plein de leviers de performance énergétique. Alors, bien sûr, tout d'abord, il faut cibler tout ce qui est gaspillage. Donc, ça nécessite de travailler sur l'efficacité énergétique. Donc, une illustration, par exemple, c'est la récupération de chaleur fatale que vous pouvez trouver sur des process industriels, notamment en industrie de base. Et donc, cette chaleur fatale peut être récupérée et réinjectée dans des réseaux de chauffage urbain, donc pour alimenter les villes en chauffage qu'on appelle renouvelable. Donc ça, c'est une illustration concrète de l'intégration de l'usine dans le territoire. Donc on a d'autres exemples de leviers de performance énergétique. On a aussi la biomasse. Donc le développement de la biomasse, c'est aussi très efficace pour décarboner le mix énergétique. Et quand on se promène ici à Global Industrie, on parle beaucoup de digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de l'énergie, on dispose d'outils numériques, d'outils digitaux qui nous permettent vraiment d'intégrer l'énergie dans la prise en charge globale de la performance des process. Ça, c'est assez nouveau. L'énergie, elle était jusqu'à présent gérée à côté, mais elle n'était pas intégrée avec réellement le fonctionnement des procédés. Aujourd'hui, tout ça peut être géré de manière globale et de manière à optimiser les consommations énergétiques de nos usines. Donc, tout ça aujourd'hui est viable et proposé aux industriels, mais il faut voir que l'industrie verte, ce n'est pas au niveau énergétique, ce n'est pas uniquement les usines existantes, c'est aussi l'industrie de tous les produits à innover et à concevoir. Donc, dans le domaine de l'énergie, je pense notamment à tout ce qui va concerner les batteries pour la mobilité électrique, à ce qui va concerner toute la production d'électrolyseurs pour la production d'hydrogène. Il y a bien sûr évidemment aussi tout ce qui est biocarburant. Donc, on voit bien qu'il y a plein de solutions qui vont nous éviter, qui vont nous permettre de respecter l'environnement en nous évitant des sacrifices démesurés dans nos modes de vie. On pourra continuer demain à se promener, on pourra encore rouler, on ne va pas tous se retrouver à vélo, mais on le fera de manière plus respectueuse de l'environnement. Donc tout ça, c'est une chance de reconquérir notre souveraineté économique. C'est aussi la possibilité de réindustrialiser des zones qui ont été vraiment victimes de la désindustrialisation et qui donc ont souffert et souffrent encore de fractures sociales. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'un emploi industriel, c'est 3 à 4 emplois indirects. Donc l'impact est considérable. Donc la transition énergétique, elle peut effectivement nous permettre de réenchanter l'industrie, de voir l'industrie comme un levier de croissance de nos territoires. Mais il faut avoir conscience que tout cela n'est pas magique. Les subventions, les nouveaux cadres réglementaires ne suffiront pas pour enclencher le mouvement. En fait, il est indispensable que toutes les parties prenantes soient vraiment impliquées dans ce mouvement. Alors, les parties prenantes, ça va être d'abord tous les territoires, donc tous les territoires qui amènent les infrastructures, qui amènent l'écosystème nécessaire aux industries. Les parties prenantes, c'est aussi bien évidemment nous, les industriels, qui devons montrer notre volonté et aller vers des process plus respectueux de l'environnement. Alors cela, ça demande de découvrir de nouveaux modes de fonctionnement, ça demande d'investir dans l'innovation.
Les parties prenantes, c'est aussi tous les organismes de formation. Alors la formation, c'est la formation des jeunes, dont on a beaucoup parlé, donc avec les jeunes qui seront demain sur le marché du travail. C'est aussi la formation continue pour les gens qui aujourd'hui travaillent dans le secteur industriel. Donc c'est un point important à ne pas oublier. Et puis les parties prenantes, donc c'est aussi les industriels qui doivent valoriser donc tous ces secteurs de l'énergie et de la transition énergétique dans le milieu de l'industrie. C'est aussi nous, salariés, qui devons faire preuve de volonté justement pour aller nous former, pour aller découvrir ces nouveaux métiers. Et je dirais que c'est enfin nous aussi, consommateurs, qui devons privilégier quand nous le pouvons, parce que nous avons cette liberté, des produits demain plus respectueux de l'environnement et des produits, si possible, produits en France. Merci beaucoup. Mais je crois qu'il nous reste peut-être 4 minutes, sauf si on obtient un petit sursis. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient envie de nous donner un mot de la fin? Je sais que Sylvie Guinard, à mes côtés, avait voilà, encore des choses à nous dire. Oui, j'avais une parenthèse et je vais faire très vite. Nous avons lancé il y a quelques années l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est ce qu'on commence à vivre aujourd'hui dans toutes nos usines et nos formations. L'industrie du futur, c'est la technique. C'est l'environnement, c'est l'aspect sociétal, c'est l'aspect formation initiale et l'aspect formation continue. C'est comment est-ce que aujourd'hui et demain, on est en capacité de répondre aux énormes enjeux internationaux que nous avons, c'est-à-dire une population qui grandit, qu'il faut savoir nourrir, qu'il faut savoir déplacer avec des enjeux climatiques importants. Donc de toute façon, il y aura des mouvements de personnes. Comment est-ce qu'on sait accompagner ces personnes en termes d'habitat? Comment est-ce qu'on sait accompagner ces personnes dans un... Et quand je dis ces personnes, je parle de population mondiale. Comment est-ce que nous, Français, on sait accompagner à travers nos savoir-faire, à travers nos compétences, tous ces enjeux qui sont en train aujourd'hui de se développer à vitesse, qui sont en train d'évoluer à vitesse grand V. Comment est-ce qu'on apporte des solutions concrètes? Parce que l'industrie, c'est ça. Ce sont les solutions concrètes à ce que l'on vit aujourd'hui. Les chaises sur lesquelles vous êtes, c'est de l'industrie. La caméra que vous avez en face de vous, c'est de l'industrie. Les moyens de déplacement, c'est de l'industrie. Quand on vous soigne et quand on vous opère, vous utilisez des choses qui sont issues de l'industrie. Donc l'industrie, c'est tout ce qui est concret, hyper pratique, qui va nous permettre de nous nourrir, de nous soigner, de bouger, d'être dans un habitat qui correspond à nos besoins, qui va nous permettre de vieillir dans de bonnes conditions. Et pour arriver à relever ces challenges, on a besoin de volonté, de bonne volonté et d'excellence dans tous les domaines. Et c'est pour ça que moi je fais un appel vibrant à toutes ces nouvelles générations qui sont en train d'arriver. Vous qui cherchez du sens, bon, il n'y a pas que vous, les générations d'avant aussi, mais vous qui cherchez du sens, venez nous rejoindre pour arriver à répondre à tous ces challenges, parce que ça évolue tellement vite que le besoin, il est là tout de suite. Voilà, donc si j'ai vraiment un souhait, c'est vraiment nous dire toute cette énergie que l'on voit et que l'on entend se dépenser pour détruire, critiquer ou tout ce qu'on veut, venez la mettre pour construire le monde dont on a envie demain et dont on a envie déjà aujourd'hui. Merci. Un autre mot de la fin pour réenchanter l'industrie? Merci Aline. Alors, voilà, moi je vais ajouter à ce qu'a dit Sylvie. Si vous avez envie que ça soit différent demain de ce que ça a pu être fait et de ce qu'on est aujourd'hui, si vous voulez faire la différence, que vous soyez un jeune, que vous soyez une personne plus mature, que vous soyez un individu ou que vous soyez une compagnie, eh bien l'industrie c'est le bon endroit parce que c'est là que tout se fait. Et nous, en particulier, la magie ultime, ce serait qu'on arrive à faire un matériau plastique qui, plus on le recycle, plus il est performant. Et ça, c'est vrai pour le plastique, mais c'est vrai pour tous les matériaux. Et donc, tous ceux qui ont envie de travailler à ça, eh ben, vous êtes les bienvenus, on vous attend et prenez contact avec nous. Merci Aline, merci à toutes. Il faut nous dire, si vous nous laissez encore un peu de temps, elles ont encore sans doute beaucoup de choses à nous dire, mais on m'avait dit 12h30, donc voilà, si c'est l'heure, c'est l'heure. 2 minutes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'utiliser ces 2 minutes? C'est juste pour dire que nous avons toutes les cartes en main pour y arriver et pour réenchanter l'industrie. Notre présence, mesdames, votre présence ici en témoigne. Nous avons tout ce qu'il faut. Il n'y a qu'à et on peut y arriver. Moi, je dirais plus d'audace et plus d'enthousiasme.
Et je pense que ça réenchantera notre industrie, qui a effectivement toutes les bases pour y arriver. Et donc moi, juste en quelques mots, donc je pense que l'industrie verte peut voir la vie en rose dans le contexte actuel. On peut être très optimiste. Ben, super, mesdames, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a transmis beaucoup de messages positifs et on en a besoin. Merci Aline.